Maxime, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. La situation dans le sud du pays ne cesse de s'aggraver. On pensait qu'avec des mesures, on va dire des gestes humanitaires de la part du ministre de la Défense, comme l'acheminement de 200 tonnes de carburant la semaine dernière, et peut-être même de 150 millions de dollars envoyés par le Qatar, eh bien la situation s'apaiserait, mais au contraire, on voit qu'elle ne cesse de se dégrader. Vers où va-t-on ? Oui, c'est vrai que, encore une fois, les manifestations à la frontière de Gaza ont été d'une rare intensité, d'une rare violence, avec un bilan également élevé du côté des victimes palestiniennes, et toujours ces scènes de heurts, ces jets de bombes artisanales, de grenades, et cet incident grave qui s'est déroulé en fin d'après-midi avec plusieurs Palestiniens qui ont fait sauter la clôture de sécurité séparant Israël de Gaza, et qui ont profité de l'écran de fumée et des quelques minutes de confusion qui ont suivi cette explosion pour s'infiltrer à l'intérieur du territoire israélien. Des tirs de sommation ont alors retenti, ce qui a permis à une partie du groupe de faire machine arrière. Plusieurs Palestiniens se sont entêtés à continuer leur infiltration au territoire israélien jusqu'à une position de l'armée. Il y a quasiment eu un combat au corps à corps, et ces Palestiniens, ces terroristes, ont été abattus quasiment de partout. Alors, comment expliquer cette situation ? On se pose la question en fait depuis plusieurs mois, mais que souhaite le Hamas, et est-ce qu'on va irrémédiablement vers une confrontation militaire, à votre avis, aujourd'hui ? Il y a matière à être surpris parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu des gestes de bonne volonté ces derniers jours, toute la semaine qui a précédé ces incidents de vendredi, avec cette annonce assez encourageante du Qatar, qui a à la fois annoncé l'envoi de 150 millions de dollars directement dans la poche du Hamas, en contournant l'autorité palestinienne, et également en prenant à sa charge la conduite, le transfert de fuel, de carburant dans la bande de Gaza, ce qui théoriquement devrait permettre à la population sur place de bénéficier non plus de 4 heures d'électricité par jour, mais de 8 heures, ce qui est une amélioration assez notable. Et malgré cela, eh bien, on a vu encore ces manifestations. Il semblerait que le Hamas tente de jouer sur les deux tableaux. Il semble être arrivé à la conclusion que faire pression de la sorte, toujours à la limite de la ligne rouge, sans provoquer une escalade généralisée, eh bien, suffit à obtenir un certain nombre de gains politiques. Cette livraison de fuel par le Qatar en est une, qui est une grande victoire pour le Hamas, notamment à l'égard de Mahmoud Abbas, qui devait la semaine dernière annoncer de nouvelles sanctions à l'encontre de la bande de Gaza. Or, il a complètement été pris de court par cette annonce du Qatar. Aujourd'hui, le président palestinien est même isolé, mais la question est de savoir jusqu'où le Hamas est prêt à aller dans cette surenchère. Est-ce qu'il joue un jeu dangereux ? Est-ce qu'il a le sentiment que, quoi qu'il advienne, les Israéliens n'attaqueront pas ? Oui, c'est ce que les experts notent, et pour un certain nombre d'entre eux regrettent depuis plusieurs semaines. C'est cette relative tolérance de l'établissement sécuritaire israélien, peut-être à cause de l'absence de décision au niveau politique du cabinet de sécurité israélien, qui d'ailleurs s'est réuni pour la dernière fois mercredi après-midi au sujet de la situation à Gaza, mais on voit à chaque fois il y a une espèce de retenue. Certainement que quelque chose en coulisses retient le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'agir plus fermement sur le terrain. En tout cas, on n'a pas vu évidemment de scénario d'escalade depuis le 11 août dernier. Ça fait plus de 2 mois, alors que habituellement on a vu quand même, suite à des journées marquées par de nombreux incidents comme vendredi, toujours des réactions de l'armée israélienne limitées, mais tout de même avec des frappes contre des infrastructures militaires de Hamas, contre des avant-postes de l'organisation islamiste aux abords de la frontière avec Israël. Depuis 2 mois, pas une frappe, pas un tank qui ne tire en direction du Hamas pour lui signifier. Alors pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui empêche Netanyahou ? Il y a deux éléments qui semblent évidents. D'abord, la première chose, c'est que visiblement le gouvernement israélien ne souhaite pas de nouvelles opérations d'envergure à Gaza, peut-être parce qu'il n'y a pas d'objectif à ce stade déterminé, parce qu'il n'y a peut-être pas l'envie non plus d'aller sacrifier la vie de soldats sans être sûr. Peut-être à cause des élections anticipées dont on parle beaucoup aussi ? Oui, il y a beaucoup. On a utilisé comme prétexte également la situation dans le nord du pays. Aujourd'hui, cette situation est un petit peu gelée, suspendue à l'avenir des relations entre Israël et la Russie, mais il y a effectivement ces rumeurs d'élections anticipées qui
qui hante un petit peu le gouvernement et notamment Benjamin Netanyahu depuis près de 6 mois, à chaque fois pour d'autres raisons. Cette fois, c'est peut-être un désaccord avec la liste orthodoxe à propos de la loi sur la conscription. Alors, ce que l'on constate également depuis une semaine, c'est aussi un regain de tension. En Judée, en Samarie, il y a eu l'attentat de Barkhane qui a coûté la vie à 2 Israéliens. Il y a eu un attentat contre un réserviste israélien. Puis hier, vendredi, une Palestinienne qui a été tuée à bord de son véhicule, apparemment par des pierres jetées. Alors bien entendu, là pour l'instant encore l'enquête se poursuit. Mais selon une hypothèse, il s'agirait de pierres qui auraient été lancées par des habitants juifs de Judée-Samarie, d'une implantation voisine. Est-ce que on a du souci à se faire? Est-ce qu'on peut craindre que le Hamas attise la tension également en Judée en Samarie? Il faut se rappeler des propos du chef d'état-major Gadi Eisenkot il y a une quinzaine de jours, qui a déclaré que la situation restait explosive en Judée-Samarie, même si on a toujours l'impression qu'elle est plus ou moins sous contrôle, avec des opérations assez régulières de l'armée israélienne, des arrestations de cellules terroristes, et notamment dans les rangs du Hamas, mais pas uniquement, et en général une capacité de réaction assez rapide à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave comme un attentat. Or là, vous aurez remarqué qu'on a toujours pas, l'armée israélienne n'est toujours pas parvenue à arrêter le terroriste de l'attaque. Comment cela peut-il s'expliquer alors que l'on connaît la performance des services de sécurité, des renseignements? Que se passe-t-il dans un cas précis comme celui-là? Rappelez-vous que quand, en 2014, 3 adolescents israéliens avaient été kidnappés et tués par un commando du Hamas en Judée-Samarie, il a fallu quasiment 3 semaines voire plus pour les forces de sécurité israéliennes pour venir à bout de ce commando et le neutraliser. Ça prend parfois du temps. Les Palestiniens peuvent parfois bénéficier de complicité. Certains vont même peut-être trouver refuge dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne. Il est beaucoup plus difficile d'organiser une opération dans la zone de Ramallah que peut-être dans la zone de Jenin, même si le nom de Jenin peut paraître plus effrayant pour les auditeurs, mais c'est une zone beaucoup plus ouverte, beaucoup moins dense en termes de population qu'une ville comme Ramallah qui regroupe quasiment près de 600 000 Palestiniens. Toujours est-il que la situation est donc assez incertaine en Judée-Samarie, qu'il y a eu récemment des renforts encore de bataillons de l'armée israélienne, et que, je le disais donc, Gadi Eisenkot, le chef d'état-major, estimait qu'en cas de durcissement de ce conflit entre Israël et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, voire même, il pourrait même rajouter ces tensions qu'il y a entre l'autorité palestinienne et l'administration américaine, et ben Abbas pourrait être en dernier recours tenté par un espèce de relâchement sur le terrain. Vous le savez, c'est relâchement de ses services de sécurité à lui. Exactement, il y a une coopération sécuritaire. Il agite toujours cette menace comme un chiffon rouge de rompre cette coopération entre ses services, notamment la force préventive, qui est un petit peu également la garde prétorienne de l'autorité palestinienne, et le Shabak, les forces de sécurité israéliennes. Rappelez-vous que Mahmoud Abbas également rencontre, il l'a dit lui-même dans une interview il y a quelques semaines, rencontre une fois par mois en moyenne le patron du Shabak israélien. Bien, tout cela pourrait peut-être, à la faveur d'un durcissement de la crise, à la fois avec le Hamas et avec Israël. Il faut savoir que Mahmoud Abbas est furieux de voir que et le Hamas et Israël négocient, également que le Qatar et les États-Unis contournent son autorité pour essayer d'apporter une solution à la bande de Gaza. Bien, tout ça pourrait provoquer peut-être un réchauffement sur le terrain. Vous savez, quand Mahmoud Abbas veut qu'il y ait des affrontements dans les checkpoints, dans un certain nombre de points de Judée-Samarie, eh bien, il demande tout simplement à ses policiers de se retirer de l'entrée et des sorties des villes et des villages palestiniens. Eh bien, Maxime Pérez, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre un peu cette situation et d'avoir commenté cette actualité extrêmement brûlante, au sens propre et au sens figuré, on peut le dire même. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée chez Shavuot Tov. Bonne journée, Daniel.